Ok, c'est bon, on a le feu vert. Donc, bonsoir à tous. Normalement, le live fonctionne bien. Je dis tout de suite, puisque la question nous a été posée à de multiples reprises, mais comme on avait pu le mentionner, le live sera revisualisable à la fois sur la page de la NEMF et par le biais d'un lien d'enregistrement. Avant de présenter les objectifs de ce soir, je tenais particulièrement à remercier donc les personnes qui sont ici présentes et qui ont accepté d'intervenir. Donc tout d'abord le professeur Marc Braun, qui est donc président du conseil scientifique, et on reviendra dans quelques minutes sur ce qu'est le conseil scientifique en médecine, sur le rôle qu'il joue aujourd'hui dans les ECNI et le rôle qu'il jouera dans les EDN à partir de 2023. Le professeur Marc Braun est également chargé de mission R2C et doyen de la faculté de Nancy. Il y a également le professeur Damien Roux qui nous accompagne ce soir, également membre du conseil scientifique et enseignant à l'Université de Paris. Et puis, trois internes qui ont accepté également de vous faire part de façon complémentaire de leur retour d'expérience. Donc, Hugo Villemain, interne en cardiologie à Nancy, Mustapha Habib, interne en cardiologie à Paris, et Inès Bachir-Chérif, interne en oncologie à Nancy. Donc vraiment, je les remercie tous d'avoir pris le temps de venir participer à ce live qui, je l'espère, vous aidera. L'objectif ce soir, c'est pas de présenter la réforme du deuxième cycle. Il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été données sur les différents réseaux de la NEMF ou par le biais de vos représentants locaux. Et vous pouvez tout à fait vous rapprocher d'eux ou de vos référents R2C concernant la mise en place locale. La réforme, elle va s'appliquer à partir de la rentrée 2021 et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour réussir au mieux votre externat. C'est vraiment l'objectif de ce soir. Comme vous allez voir, beaucoup de ces cartes sont communes sur les promotions ECNI 2021 et 2022, qui auront un ECN sans nouvelle modalité docimologique, c'est-à-dire uniquement avec des QCM, des DP longs, aux ECNI de la promotion 2023, qui bénéficiera déjà du nouveau programme et des nouvelles modalités d'évaluation, et ensuite aux EDN dans le cadre de la R2C. C'est la raison, au vu des cartes communes entre ces différentes épreuves, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de mutualiser ce live pour vous donner les grandes clés de réussite. L'objectif de ce soir, c'est pas non plus de vous donner une méthode miracle. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'elle existe, sinon ça se saurait. Mais ça nous paraissait important de vous transmettre les règles précises du jeu afin que vous puissiez trouver ensuite, dans le cadre de ces règles, la méthode qui vous convienne le mieux. Donc voilà un petit peu pour poser les objectifs du live. Et je vais vous proposer, pour ne pas m'éterniser plus longtemps, de rentrer dans le vif du sujet. Le live et les différentes questions donc, qui vont être posées aux intervenants sont directement issues des questions du WooClap qu'on vous avait transmis précédemment. Et donc, j'espère qu'on pourra y répondre au mieux tout au long de ce live. Pour commencer, je vais m'adresser donc au professeur Braun et au professeur Roux. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce qu'est le conseil scientifique en médecine et ce qu'est le rôle du conseil scientifique en médecine dans le cadre des ECN et demain également dans le cadre de la réforme du deuxième cycle? Il faut que vous allumiez votre micro, professeur Braun. Oui, merci à tous de nous prêter attention. Merci à Jeanne et à tous ceux qui nous accompagnent pour clarifier le rôle de chacun et essayer de vous donner finalement des orientations qui, on l'espère, sera claire pour vous aider à préparer vos révisions et à réussir le mieux possible vos examens, quelle que soit la modalité qui est celle de votre année. Alors, je prendrai la parole et le professeur Damien Roux, qui est le premier vice-président du conseil scientifique, avec le professeur José Labarrère, qui est plus spécifiquement chargé de la LCA. On va vous répondre sur le rôle du conseil scientifique. Alors d'abord, le conseil scientifique, il est installé par des textes réglementaires, donc il est tout à fait officiel. La nomination de son président et de l'ensemble des membres est choix au président du conseil scientifique sur proposition de la conférence des doyens. Le président du conseil scientifique propose le président du jury des ECN et fera probablement de même pour le jury
général de l'ensemble de du passage dans le troisième cycle. Donc, il a un rôle de recrutement et de choix des personnes qui vont administrer l'épreuve, juger, discuter des questions, constater les réponses des étudiants et assurer ainsi et veiller à la parfaite équité des questions qui ont été composées par le conseil et administrées par le jury. Donc il y a un rôle qui est intermédiaire, à la fois de gestion de la composition des épreuves, quelles qu'elles soient. Les épreuves, en tout cas, c'était le cas pour les épreuves papier, c'est maintenant le cas pour les épreuves numériques. Et il a aussi un rôle articulé avec le rôle du jury qui est chargé d'administrer les épreuves finales nationales. Le président du conseil scientifique s'entoure de dizaines, ça dépend des années, mais c'est entre 10 et 11 conseillers dont le nom est publié au journal officiel, donc avec un rôle tout à fait clair des uns et des autres, et recruté sur la base de l'excellence et sur la base de la diversité de leur discipline clinique. C'est ce conseil qui, in fine, polie l'ensemble des sujets qui sont par ailleurs composés à la demande du conseil scientifique par des experts que nous recrutons dans toutes les facs françaises, dans toutes les disciplines qui sont ouvertes au programme des ECN. Et donc, c'est sur composition et sur sollicitation du conseil scientifique que les experts, dans un premier temps, composent leur sujet, nous proposent un certain nombre d'évaluations et, in fine, après un dialogue permanent entre les créateurs et ceux qui finissent par relire plusieurs fois et de manière collégiale les sujets, travaillent tout au long d'une année. Il faut une année pour composer entre le 1er septembre et la mi-mai pour composer les sujets les plus aboutis possibles pour les ECN de juin. Ce sera encore le cas jusqu'en 2023. Damien, si tu veux compléter éventuellement cette présentation générale. Je crois que Marc, tu as été très clair. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Écoutez, non, je crois qu'on a un rôle complètement complémentaire. L'élément clé, je crois, c'est la transversalité des spécialités qui sont représentées au sein du conseil scientifique, avec notamment des biologistes, des biologistes, un biologiste, mais l'ensemble des spécialités un petit peu spécifiques sont représentées. On peut parler de la pédiatrie, de la gynécologie obstétrique. Moi, je suis réanimateur, et puis il y a différentes spécialités qui sont représentées, des spécialités chirurgicales également. Voilà, avec l'objectif, mais ça vous pourrez le voir, et je crois qu'on vous rappellera l'importance d'aller voir les annales, de voir qu'on est le plus transversaux possible, tant dans notre composition de membres du conseil scientifique et d'experts, mais des sujets que l'on vous propose. Juste un petit mot pour dire que c'est un travail qui est très important, qui pour nous est tout à fait passionnant, parce qu'on connaît l'impact que ce type de sujet peut avoir. Voilà, sachez qu'on fait vraiment le maximum pour que ce soit le mieux possible. Et si je devais juste dire un mot à tous pour essayer de comprendre dans quelle disposition on est, il n'y a aucune question qui se veut perverse. Si il arrive qu'il y ait des questions qui soient mal posées, que vous puissiez trouver douteuses, c'est jamais un souhait. Et donc, pensez toujours, quand vous cherchez à répondre à une question, à ne pas chercher forcément la petite bête. L'objectif n'est pas de tirer dans les coins, l'objectif n'est pas de vous mettre en difficulté, l'objectif est d'évaluer pour que en fait, cette évaluation impacte sur les générations suivantes qui vont avoir une stratégie d'apprentissage qui vous amène à être des bons médecins. C'est ça la philosophie du conseil scientifique. En tout cas, c'est comme ça que Marc Bourne et moi-même, on se positionne, et tout le conseil scientifique est sur cela. Alors, vous avez toujours des exemples contraires, vous pourrez toujours en sortir. Je vous promets que la globalité, la grande majorité des enseignants, et en tout cas au conseil scientifique et les experts qui y sont associés, ont cet objectif-là, non pas de vous mettre en difficulté, même si on est obligé de poser des questions un petit peu difficiles par moment, mais que ces questions-là influe sur la façon dont vous allez et vos successeurs allez apprendre pour devenir des bons médecins. C'est notre seul objectif. Et en tout cas, c'est celui que je partage avec le professeur Marc Braun au quotidien.
Et que vous compreniez bien que lorsque nous ne sommes pas d'accord entre nous, et ça arrive parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne formulation, parce qu'on trouve que la question est mal posée ou les réponses attendues sont ambiguës, nous avons une règle intangible qui fait que assez rapidement, la question est éliminée, renvoyée aux experts, recomposée, de telle sorte qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible et qu'on ne soit pas dans une logique de piège, parce que ce qui nous importe, c'est la qualité du raisonnement que vous avez, la manière dont vous utilisez les connaissances pour pouvoir résoudre les petits problèmes qu'on vous pose à l'occasion des vignettes cliniques. Et c'est cet esprit-là que nous avons très clairement depuis 3 ans et pour les 3 prochaines années, qui sont la durée de notre mandat. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Donc, comme on comprend, le conseil scientifique, donc, qui est concepteur des sujets, avec de multiples enseignants, de multiples disciplines, et un processus d'élaboration donc, qui est rigoureux et relativement long. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu plus sur finalement quelles sont les exigences pédagogiques pour le coup, qui définissent un bon sujet aux ECNI aujourd'hui et aux EDN demain. On a déjà parlé de la transversalité, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le programme, sur la façon dont vous posez les questions, ce vers quoi vous essayez de tendre d'année en année et l'importance en fait dans laquelle vous placez aussi les fondamentaux qui doivent normalement être acquis précédemment. Est-ce que c'est des questions qui peuvent tomber aux ECN, par exemple, des questions de sémiologie, etc. Je vais laisser Damien répondre juste pour lancer la réponse. Globalement, l'absolu respect du conseil scientifique dans le programme édité, publié au journal officiel. Ça, c'est notre ligne de conduite, c'est notre fil rouge et nous ne dérangeons pas au programme parce que nous considérons que c'est notre mission de faire ainsi et qu'il est correct de respecter le programme. Je vais laisser le professeur Roux développer les stratégies de composition et puis je pense que Moustapha et Hugo vous feront part de la manière dont ils nous regardent travailler depuis 3 ans et quelles leçons ils ont tirées de l'analyse de notre manière de faire. Damien, si tu veux compléter sur la partie fond. Oui, ben, si on doit répondre quelque chose, la fin du second cycle, c'est la fin du premier et du second cycle. Donc, en fait, tout ce qui a été appris est hypothétiquement au programme, et c'est-à-dire que moi, je suis réanimateur, c'est-à-dire que sans comprendre la physiologie, je ne sais pas quoi faire comme médecine. Donc, en pratique, la sémiologie qui est appris plutôt dans le premier cycle, des concepts physiologiques qui sont appris dans le premier cycle peuvent parfaitement tomber. La seule chose qui est sûre, c'est que tout est circonscrit dans les items qui sont au programme. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Alors oui, hein, et ça, je vous mets au défi de faire, mettez-vous à notre place un jour et comprenez bien ça. Quand on est 12, 15 cerveaux à réfléchir et qu'il y a 8800 étudiants derrière qui arrivent et qui ont un entraînement de plusieurs années, je vous promets, vous trouverez toujours des petites failles. Mais je vous mets aussi au défi d'en trouver des grosses et puis surtout, regardez ensuite le nombre de propositions qu'on aura fait, qui dépasse les 2000, et le nombre de propositions sur lesquelles on peut avoir des regrets qui se comptent à l'unité. Donc, je ne suis pas là à me protéger, c'est juste pour bien vous expliquer que c'est un mécanisme qui est très complexe, qui est dense, qui est long. Et encore une fois, on est de bonne foi et notre objectif est de faire le mieux possible. Je pense, ça je laisserai, c'est pas à moi de le juger, mais en tout cas, notre travail a été de tenter d'améliorer ça, c'est-à-dire on est des défenseurs de la R2C ou des promoteurs de la R2C, puisque l'un des défauts qu'on pouvait voir, et moi je suis de promotion 2002 et ça existait déjà, c'était des connaissances évaluées qui étaient beaucoup trop spécialisées et pas assez contextualisées. Donc l'objectif, quand on crée un dossier, c'est du soin primaire. Ça commence toujours simple et ça commence par de l'interrogatoire, par de la sémiologie, par des données simples, par de la prescription raisonnée d'examen. Et on avait évalué, on s'est amusé à faire ces choses-là. Je ne sais pas, c'est super drôle, mais en tout cas, on s'est intéressé à ça, c'est-à-dire, par exemple, d'évaluer le pourcentage de thérapeutiques qu'il y avait aux ECN avant qu'on arrive. Alors, on n'a pas tout bouleversé, mais on était à plus de 30%, alors que notre vision de la chose, c'est que la thérapeutique, c'est probablement quand même pas beaucoup le second cycle. Il y a des choses à connaître, il y a des concepts à connaître.
Mais en termes de posologie, je pense qu'il y avait beaucoup de questions, alors que ça, par exemple, ce n'est pas au programme. Et si vous regardez les annales des 2 dernières années, vous allez voir les posologies qui ont complètement disparu. C'est un élément qui, pour nous, est un élément décisif, parce que finalement, ça vous permet, si vous l'entendez bien et que si vous nous faites confiance, ça vous permet de libérer de la place dans l'apprentissage pour aller apprendre des choses qui nous semblent plus pertinentes. Et donc, vous voyez apparaître des questions un petit peu différentes qu'on appelle les single best answers, où finalement, on se positionne dans une situation clinique, on vous demande, parmi 5 propositions qui sont cohérentes face à la problématique, il y en a une qui est meilleure que les autres, c'est de la hiérarchisation. C'est vraiment la question de second cycle, c'est vraiment quelque chose de simple, ça peut être de la sémiologie, la prescription d'un examen, simple, vraiment simple. Mais ce qu'on veut, c'est que parmi cela, vous arriviez à détecter lequel est mieux dans la situation. Et ce n'est pas connaître quelque chose d'une maladie que vous ne verrez jamais dans votre vie. Vous voyez ces choses-là disparaître. Alors oui, il y a encore de temps en temps un petit défaut dans ce qu'on veut faire, mais vraiment, je vous engage, et je pense que les internes qui prendront la parole ensuite vont vous le signaler, et je pense que ça aura encore plus de poids que ce que je dis moi, mais je vous engage à regarder les annales et pas forcément à faire complètement confiance à ce qu'on vous propose dans des entraînements où ce n'est pas le conseil scientifique. Et en fait, les entraînements du conseil scientifique, ça s'appelle les ECNI officiels uniquement. Donc, regardez les annales des ECNI officiels, c'est ça que vous aurez en juin de votre AD ou en septembre plus tard. Merci beaucoup pour ces réponses. Du coup, je vais donner la parole aux internes. Effectivement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'évolution des sujets des ECN ces dernières années et notamment de ces questions hors programme et finalement de la façon d'optimiser au mieux sa réussite? Bonsoir à tous. Donc, je voulais commencer déjà par rebondir sur ce que les professeurs Braun et Roux ont dit sur les annales. Clairement, complètement, on peut voir une vraie tendance sur ces 2 dernières années, notamment euh, par rapport à l'élaboration des sujets. Et c'est clair que en ce qui concerne la façon de poser les questions, la sémiologie, la réflexion clinique, le fait de choisir, d'avoir une large vignette clinique et de devoir sélectionner le diagnostic le plus probable ou parfois les 2 diagnostics les plus probables, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui fait vraiment appel en fait à des connaissances de base qu'on doit savoir articuler et qui ne tapent pas forcément dans les coins. C'est vraiment des pathologies qu'un médecin généraliste, qu'un urgentiste a en face de lui en fait quotidiennement ou voilà toutes les semaines. Euh, et, euh, et donc c'est clair que quand on constate, quand on s'entraîne sur les annales, on voit vraiment une vraie tendance, une vraie philosophie à interroger l'étudiant sur les connaissances qui sont importantes et non pas des connaissances qui sont non seulement qui sortent du programme et deuxièmement voilà, qui n'ont pas vraiment d'intérêt en pratique. Par rapport justement aux questions hors programme, elles sont vraiment rares dans les annales. Hein, quand on regarde sur les dernières années, ça existe tout simplement parce que l'élaboration des sujets, elle est humaine. Il y a un processus de rédaction, de filtration qui est humain. Et forcément, quand il y a 420 questions sur une session, ça peut arriver en effet que les questions sortent un petit peu du programme. C'est des questions qui sont en fait à propos de connaissances qui sont dans les référentiels, mais qui ne sont pas en fait au programme. On les compte sur les doigts d'une main, donc sur 420 questions, vraiment, il n'y a pas plus que 3-4 questions généralement par an, en tout cas, qu'on peut voir. Par exemple, nous, on a eu une question sur le traitement du cancer de l'endomètre et de l'ovaire qui n'est pas de programme, mais au final, c'est une exception en fait qui ne mérite absolument pas de se pencher en fait sur ces connaissances hors programme et de perdre son temps à les apprendre, tout simplement parce que c'est des erreurs qui sont non reproductibles et qui sont évitées au maximum par le conseil scientifique qui fait un travail énorme, puisque comme ils vous l'ont dit, ça met quasiment 1 an à élaborer des sujets, chose que vous ne verrez dans aucune autre source d'entraînement. Donc, voilà, toutes ces règles, entre guillemets, de rédaction, elles sont clairement visibles sur ces dernières années. Et le respect du programme est une règle, clairement, qui semble complètement respectée. Et ce ne sont clairement pas les exceptions qui vont contredire ça. Ok, merci beaucoup pour ce retour, Mustapha. Je crois qu'il y avait Hugo qui voulait intervenir aussi pour compléter. Je voulais conclure un petit peu cette partie de l'intervention. Je pense que c'est une des parties les plus importantes de ce qu'on a à vous dire. Un petit peu
vous expliquez les rouages, comme l'a fait le professeur Braun, sur qui sont les personnes finalement en commande, des choses qui sont assez méconnues, j'ai pu le constater. Et puis, les exigences de rédaction du Conseil scientifique de médecine qui ont été un petit peu énoncées de manière éparse au cours des différentes interventions. Je crois que je peux les résumer ainsi. C'est en premier le respect du programme. Le professeur Braun l'a dit devant vous tous. Donc, c'est une véritable intention de leur part. Mustapha a rappelé quelques exceptions à la règle parce qu'il s'agit d'un processus humain avec quelques erreurs sur des milliers de propositions, mais voilà, qui ne justifie pas, selon nous, de dépenser de l'énergie là-dedans pour espérer gagner des points le jour J. Ensuite, je dirais que c'est la transversalité, à la fois dans les comment je veux dire, intermatières, c'est-à-dire qu'on va donner la parole à des matières qui peuvent être décrites comme des petites matières. Et on voit une tendance importante, notamment avec l'épreuve des questions isolées, qui permet facilement de donner la parole à des matières moins connues. On a vu apparaître depuis 3 ans la génétique médicale, l'anatomopathologie en QI, quelque chose qui n'était pas du tout présent dans le passé. Et puis, au sein d'une même matière. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez spécifique des entraînements émanant du conseil scientifique. C'est qu'au sein d'un sujet, par exemple un sujet qui va être un sujet d'hépatogastro, eh bien, ce dossier va traiter de multiples chapitres au programme, alors que plus facilement sur CIDES, donc des entraînements facultaires, vont faire un dossier entier sur la même pathologie. On va avoir un dossier de pathologie hépatobiliaire, par exemple une maladie lithiasique qui se complique ou un cancer, etc. Alors que vous allez avoir facilement 4-5 items abordés dans un dossier aux ECNI. Donc maximum, pour les items les plus importants, ceux qui sont le plus traités, 4 ou 5 questions. Donc voilà, pour ce qui est de la transversalité. Et puis la contextualisation des connaissances, on quitte un petit peu ce mode, notamment dans les questions isolées, où par le passé, on a pu voir de nombreuses questions qui ne sont pas du tout contextualisées, où on nous demande, avec un court énoncé, de cocher des éléments qui pourraient se retrouver dans une liste de cours, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on voit plus facilement questions isolées, et ça demande plus de temps aussi. Le professeur Braun nous avait décrit la dernière fois, quand on avait discuté avec lui, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les épreuves de QI sont comment dire, soumises bien plus tard qu'elles n'ont pu l'être dans le passé, parce que la typologie des questions a évolué, demande plus de temps aux étudiants, parce qu'il y a une vraie volonté de replacer la connaissance dans un contexte clinique. Et puis la dernière chose, je pense que c'est la sémiologie. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien visible, je trouve, dans les annales. C'est qu'on donne beaucoup plus de place à la sémiologie, au détriment certainement de la thérapeutique. Voilà, que ce soit la sémiologie clinique, mais aussi la sémiologie radiologique. Maintenant, depuis le passage au numérique, on a beaucoup d'imagerie, et ça, c'est des questions qui sont fréquemment retrouvées. Merci beaucoup, Hugo, pour résumer. Une question aussi qui était revenue sur le WooClap, et là, je crois que Inès, tu vous souhaitais apporter une réponse, c'est est-ce que certaines matières, parfois, ont plus de poids et finalement, est-ce que ça va perdurer avec ce contexte de matching? Comment est-ce qu'on va tendre vers ça? Et qu'est-ce que ça change finalement sur les stratégies de révision? C'est surtout ça, parce qu'effectivement, on va avoir une uniformisation du nombre de questions abordées par matière. Et qu'est-ce que ça va changer sur les révisions? Ouais, effectivement, en fait, c'est une question qui est pas mal revenue chez les étudiants par rapport aux matières en fait, présentes dans les sujets. Premièrement, en fait, j'aimerais redéfinir ce que les gens appellent matière majeure versus matière mineure. Une matière majeure, finalement, c'est une matière, en tout cas dans l'imaginaire commun, c'est une matière pour laquelle les facultés ont donné de l'importance, dans le sens où c'est des matières qui ont été abordées pendant des semestres de révision. Typiquement, si je prends l'exemple de la faculté nancéenne, à Nancy, des matières comme la santé publique, la médecine du travail, la médecine légale, c'est des matières sur lesquelles on a interrogé en décembre de D4 seulement. Donc, on laisse finalement
jusqu'en décembre de D4. Donc finalement, de façon inconsciente, on peut se dire c'est des matières qu'on voit relativement tard au niveau du programme de la fac, donc on va y passer un petit peu moins de temps. Deuxièmement, les étudiants peuvent se dire qu'en termes de volume dans les livres, volume dans les collèges, quand on regarde le référentiel, par exemple, de cardiologie ou de neurologie versus le référentiel de médecine du travail, encore une fois, ou de médecine légale, on peut se dire qu'effectivement, je vais donner plus d'importance à ce référentiel-là qui est un petit peu plus gros en volume que par rapport à l'autre. Et troisièmement, et ça c'est un point qui est un petit peu subtil, mais sans pour autant m'étaler sur cette notion-là. Quand on regarde un petit peu les structures qui environnent autour du monde de CNI, en particulier les structures privées ou les structures de conférences, on ne va jamais voir finalement conférences sur les essentiels en MPR. On va voir des conférences cardiologie ou l'ophtalmologie aux ECN, etc., etc. Donc finalement, tout ça, ça crée une tendance à négliger de façon presque inconsciente certaines matières. Or, si on regarde de façon objective dans les annales, finalement, il y a effectivement des spécialités incontournables, la cardio, la neuro, la pneumo, l'onco, la gynéco, etc., pour lesquelles chaque année, il y a un DP. Effectivement, il y a un DP et des questions isolées. Il y a des matières que j'appellerais aussi complémentaires. Typiquement, et je pense que Hugo et Mustapha seront d'accord avec moi, tout ce qui est MPR, douleurs, soins palliatifs, santé publique, c'est des matières qui sont complémentaires dans le sens où c'est des matières qui sont nécessaires pour bien aborder certains DP, parce qu'on a souvent vu des DP d'onco qui, à la fin, au niveau des questions qui sont abordées à la fin, il y a beaucoup de questions, par exemple, de douleurs, de soins palliatifs, un référentiel qui est également négligé de la part des étudiants. Les DP de rhumato, à la fin desquels il y a beaucoup également des questions de MPR qui est un collège qui n'est pas forcément apprécié par les étudiants. Et la petite subtilité, c'est que ces collèges-là, d'année en année, peuvent faire l'objet d'un DP entier. En 2019, il y a eu un DP entier de santé publique. En 2020, il y a eu un DP entier de MPR. Et ce DP-là, il a fait énormément de mal aux étudiants. Moi, personnellement, il m'a fait énormément de mal. Tout ça pour dire que c'est des matières qui, dans l'inconscient des gens, sont négligées, mais qu'il ne faut absolument pas négliger. Et une petite subtilité sur la R2C, et on voit que finalement, c'est une philosophie assumée et bien mise en place par le conseil scientifique d'assurer une répartition équitable des matières abordées, que ce soit dans les QI ou dans les DP. Et je pense qu'à l'avenir, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'à l'avenir, avec la R2C et avec toutes les nouvelles modalités dosymologiques qui seront les vôtres, finalement, ce sera beaucoup plus simple pour les rédacteurs de poser des questions sur, finalement, toutes les différentes spécialités, et ça rentre totalement dans l'objectif de matching de la réforme, matching avec les 40 ou 44 DES qui sont présents. Finalement, voilà, revenir sur la philosophie de balayer le programme de façon horizontale et ne pas se concentrer sur les détails et aller en profondeur de façon trop exhaustive et trop importante. Et j'aimerais citer justement, en novembre, il me semble, novembre 2020, il y avait une réunion CIDES avec la coordination nationale des collèges enseignants, dans lequel le professeur Braun tenait un petit peu à former ses collègues par rapport à l'avancée de la réforme. Et il y avait une phrase qu'il avait citée que je trouvais totalement intéressante à répéter ici, c'était que les étudiants lâchent finalement la pression sur les connaissances exhaustives et préférer les connaissances hiérarchisées et en contexte. Et c'est un petit peu ce que les professeurs ou ce que Mustapha et Hugo disent un petit peu depuis le début. Ça marche. Merci beaucoup Inès. Alors juste, on me fait remonter dans le chat qu'il y a des questions sur QI, DP, DES, etc. Donc je précise juste, voilà, effectivement, des fois on utilise un peu des abréviations. QI, donc c'est des questions isolées. C'est-à-dire des QCM qui ne sont pas inclus, des QCM ou d'autres types de questions avec la diversification des modalités dosymologiques dans le cadre de la réforme. Et donc, c'est des questions isolées, pas incluses dans un dossier progressif, c'est-à-dire dans une situation clinique qui se déroule, qui suit en fait le chemin, la prise en charge d'un patient. Et donc ça, c'est les DP. Et les DES qui ont été cités à l'instant par Inès, c'est les diplômes de spécialité, donc c'est les différentes spécialités accessibles lors de l'internat. Donc, merci beaucoup pour cette partie, effectivement, qui replace un peu le contexte sur le programme. Une question aussi qui va être, du coup, pour le professeur Braun et le professeur Roux, et les internes pourront compléter. On a parlé tout à l'heure
du programme de connaissances, qui est véritablement un des supports opposables, qui définit en fait le contour, le périmètre des questions. Et d'un point de vue du fond, d'un point de vue du fond des questions, des recommandations, qu'est-ce qui est opposable le jour du concours? Et quel est le moyen pour les étudiants d'avoir accès à ces ressources? Alors, clairement, il faut distinguer le support de fond, il est tout à fait logique que les collèges, qui sont l'émanation des sociétés savantes et qui ont toute légitimité à produire de la connaissance, le fassent à travers des référentiels. Et ces référentiels, ce sont des ouvrages que vous connaissez, dont d'ailleurs la diversification éditoriale est en marche par rapport à ce qu'ont connu les générations précédentes, mais ça reste le capital le plus incontournable pour les étudiants pour apprendre un certain nombre de connaissances. Et d'ailleurs, quand on regarde les référentiels par rapport à ce qu'ils existaient il y a 10 ans, le chemin vers la hiérarchisation est en marche, le chemin vers une contextualisation est clair, et clairement, ces référentiels nous servent, et il n'y a aucune honte à dire que dans le bureau du conseil scientifique, nous avons l'ensemble des référentiels, et Damien Roux vous complétera, et il nous arrive très régulièrement de vérifier l'opportunité d'une réponse. Est-ce que c'est dans le référentiel? Est-ce que ce n'est pas dans le référentiel? C'est clair que nous puisons notre arbitrage sur des questions dans les référentiels. Le point, par contre, sur lequel nous sommes d'accord, et nous le faisons tous les ans, nous produisons dans le 4e trimestre de l'année civile, nous produisons un petit communiqué qui est relayé généralement par l'ANEMF, par la conférence des doyens et par le CNG, qui est la structure qui administre techniquement les épreuves des ECN. Eh bien, nous produisons un communiqué qui explique que tous les référentiels qui sont produits au-delà du 1er janvier de l'année du concours, toutes les recommandations, quelle que soit la société savante française, et puis s'il n'y en a pas française, elle devient européenne, qui sont produites après le 1er janvier, ne sont pas pris en compte par le conseil scientifique, de façon à ce qu'il n'y ait pas une course jusqu'à la dernière minute d'une réactualisation qui peut se faire très bien l'année suivante. Donc, globalement, c'est des référentiels qui nous servent, mais tout à fait opportunément, rien ne nous interdit d'aller chercher des éléments de connaissance ailleurs que dans les référentiels, mais de manière tout à fait majoritaire ou même quasi exclusive, ce sont les référentiels des collèges qui nous servent à finalement arbitrer lors de la composition des questions, plus le petit communiqué que nous produisons dans le dernier trimestre de l'année. Peut-être un tout petit complément pour bien préciser notre pensée. Ce qui s'oppose, c'est le programme. Voilà, ça c'est clair. Ce qui s'oppose à nous, c'est le programme. Ensuite, si vous prenez et que vous assemblez l'ensemble des référentiels, là, je ne sais pas combien ça monte là, en hauteur, hein, parce que nous, on les a en horizontal, mais on pourrait s'allonger et faire plusieurs matelas. Si vous connaissez l'ensemble des référentiels, il n'y aura aucune question qui ne sera pas abordée dans un référentiel. Mais c'est impossible, humainement, c'est impossible de connaître l'ensemble des référentiels. Donc, en pratique, nous, globalement, toutes les questions qu'on pose, on peut y trouver des réponses ou des éléments de réponse. Mais ensuite, les référentiels ne sont pas tous écrits tels que nous, on le verrait. C'est-à-dire quand on pose des questions de sémiologie, et il y avait le dossier de cardiologie d'il y a 2-3 ans où on posait la question de l'élément sémiologique le plus évocateur d'insuffisance cardiaque congestive, et c'était en gros on ne peut pas tolérer le décubitus dorsal. C'est une question que moi je pose au fait au lit du malade quand je vais aux urgences, qu'on m'appelle parce qu'il est essoufflé, c'est un truc que je regarde. Ben, ça c'est du bon sens. Et puis moi j'avais eu le grand bonheur qu'un étudiant très bien classé nous avait critiqué, parce qu'on reçoit plein de lettres d'amour en général, vous vous doutez bien, il nous avait critiqué, c'est honteux, c'est pas écrit dans les référentiels, on est obligé d'aller en stage pour savoir ça.
Eh bien, pour moi, ça a été le plus beau compliment. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas écrit dans le référentiel, c'est pas marqué que c'est cet élément-là qui permet de différencier cette étiologie-là par rapport à une autre. Et je parle d'un OAP versus une embolie pulmonaire. Hein. Donc, on ne parle pas de choses qui sont extrêmement difficiles comme item. Mais on a posé une question dont, effectivement, il n'y avait pas de phrase qui explicitait ça. Mais c'était le bon sens clinique. Et donc ça, on s'autorise ça, parce que ça, c'est de la sémiologie, c'est du premier cycle, et c'est ce qui sert au quotidien pour être un bon médecin. Donc, en pratique, si je dois résumer, c'est le programme s'oppose à nous. Globalement, si on connaissait tous par cœur l'ensemble des référentiels, on pourrait répondre à peu près toutes les questions, et je dis à peu près, c'est-à-dire 99,9%, mais c'est impossible de savoir ça. Donc, vous apprenez dans les référentiels ou d'autres sources de bonne qualité. Ce n'est pas à moi de décider ce qui est de bonne qualité ou pas, mais les collèges en général sont plutôt pas mal. Et vous restez dans le programme, c'est-à-dire qu'il y a une partie du collège qui n'est pas à maîtriser, puisqu'il y a des choses qui vont beaucoup trop loin et qui sont hors programme. Et ça, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas de l'évaluation du second cycle. Et là-dedans, il y a quand même notamment beaucoup de thérapeutique. Et à contrario, pour illustrer le phénomène et l'inclusion de la physiopathologie, je pense qu'il est écrit nulle part dans le référentiel de cardio qu'il ne faut pas passer 3 litres à un OAP de sérum salé. Et ben voilà, nous avons recruté entre 7 et 10% des étudiants il y a 2 ans qui ont trouvé le moyen de mettre 3 litres dans un AOAP. Voilà, donc c'est jamais écrit en toutes lettres. Sauf que là, on teste clairement les connaissances de l'étudiant à maîtriser la physiopathologie d'un OAP. Donc, cliniquement, tout n'est pas écrit à la lettre. Et c'est beaucoup plus les leçons que vous tirez par vous-même de votre expérience et des histoires cliniques que vous côtoyez en stage, à l'appui des connaissances que vous lisez dans les référentiels, qui nous permettent de construire des dossiers que nous essayons de faire le plus proche possible de la vie réelle. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a bien compris le programme officiel du coup qui s'impose au conseil scientifique. Ensuite, d'un point de vue du coup du fond, sur les recommandations, je crois que les internes vouliez dire un petit mot sur les recommandations de la HAS et de la NSM, notamment qui figurent tous les ans dans le communiqué du conseil scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un communiqué qui est fait, comme le disait à l'instant le doyen Braun, qui du coup rappelle effectivement que le conseil scientifique se base sur le programme et sur les recommandations de la NSM, de la HAS et éventuellement des sociétés savantes lorsqu'il n'y en a pas. Et vous vouliez dire un petit mot, parce qu'il y avait une question d'étudiant qui était, est-ce que ça veut dire, ce communiqué, qu'il faut connaître toutes les recommandations qui émanent de la HAS et de la NSM? Je te laisse la parole, Hugo. Ok. Alors, ouais, donc on rebondit sur le communiqué du conseil scientifique. Moi, je pense qu'il faut voir un petit peu le problème à l'envers. C'est-à-dire que on l'a dit plein de fois déjà au cours de ce live et je pense qu'on ne leur dira pas assez, c'est le programme discuté plutôt qui définit les connaissances attendues. Les recommandations, elles sont intéressantes seulement si elles traitent de questions au programme. Donc la HAS et la NSM, donc, ce sont des structures nationales qui publient des recommandations. Et encore, vous allez voir qu'il y en a l'une des deux qui en publie plus depuis 2012. Donc ça simplifie déjà un peu la chose. Mais toutes les recommandations HAS ne sont pas à apprendre comme un référentiel en plus qui pourrait se surajouter, mais plus comme une source d'informations de qualité sur les questions au programme, toujours balisées donc par ce même programme. Voilà. On peut citer, par exemple, j'avais noté quelques exemples à citer, les infections néonatales bactériennes précoces qui font l'objet d'une recommandation récente de la HAS. Il existe un chapitre de pédiatrie qui traite de la question. Et bien là, on peut se procurer la recommandation et puis l'explorer avec le référentiel, comparer un petit peu les sources. Souvent, ces recommandations sont claires. Les recommandations HAS font souvent l'objet d'un modèle réduit à destination du médecin traitant. C'est des fiches mémo où elles changent parfois de nom, mais en tout cas, il y a des fiches de synthèse qui sont très bien faites. Et j'ai l'impression que ce sont ces connaissances de soins primaires qui recoupent beaucoup les connaissances du programme attendues par le conseil scientifique. Je confirme. Voilà pour ce qui est de la HAS. L'ANSM, je viens de vous le dire, cette structure, elle émet plus de recommandations ou quasiment plus de recommandations depuis 10 ans à la faveur de la HAS. Donc, parfois, vous pouvez tomber sur un papier qui
qui est publié par la NSM, il faut lui accorder la même valeur que la HAS, mais vous risquez d'en rencontrer très peu et de moins en moins. Concernant les sociétés savantes françaises, elles sont le plus souvent reprises par les référentiels. Souvent, il existe un lien étroit entre une société savante et puis le collège des enseignants de cette même spécialité. Donc, il n'est pas du tout surprenant de voir des liens ou des paragraphes traités d'une recommandation. Ça peut être utile, et je le faisais parfois, je trouve, de se procurer le document originel de la recommandation, pas pour aller plus loin, mais voilà, pour voir les choses présentées d'une autre manière, mais toujours en ayant un œil sur le programme, un œil critique vis-à-vis des sources qu'on a, pour se limiter un petit peu à ce qui est attendu le jour J. Mais ça peut être intéressant de se procurer le document, avoir une deuxième manière de présenter la connaissance, on va dire. Et puis pour les recommandations internationales, alors on entend pas mal parler au cours du second cycle de l'ESC, puisque c'est une structure qui émet beaucoup de recommandations qui sont largement suivies par les cardiologues français. Moi, j'ai eu l'impression qu'en ouvrant ces recommandations au cours du second cycle, j'allais trop loin. Je pense qu'un étudiant qui ouvre des recommandations européennes, internationales, c'est peut-être un petit peu un signe que là, vous allez probablement chercher des connaissances qui vont trop loin. Voilà ce que j'en pense. Donc, pour conclure sur les recommandations, je dirais attention à elles. Vous en entendrez de plus en plus parler au cours du second cycle. Elles sont là pour répondre aux questions que vous vous posez dans les référentiels à la lumière du programme et non pas pour vous en poser des nouvelles, pour aller plus loin. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, Hugo, des référentiels des collèges? Tu l'as abordé rapidement, les référentiels des collèges, les sources aussi alternatives, parce qu'il n'y a pas que les référentiels des collèges, il y a plein de supports, de bouquins qu'on peut être amené à trouver en BU, en librairie, etc. Qu'est-ce que tu en penses globalement? Ça a été survolé juste avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec ton retour d'interne? Alors moi, j'ai eu un besoin de n'utiliser qu'une source, de centraliser toutes les connaissances sur une source. Alors certains vont utiliser des fiches, moi j'ai utilisé les référentiels des collèges. Je pense que si fiches il y a, elles doivent être issues des référentiels. La plupart de ce que j'ai envie de dire ici a déjà été dit par les professeurs un peu plus tôt. Ce sont ces référentiels qui servent de base à l'élaboration des sujets, ou en tout cas, bon, certainement pour les experts dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, ils sont présents dans le bureau du conseil scientifique lors de leurs travaux de relecture des sujets. Donc, moi si j'apprends ces données-là, je n'hésite pas vraiment sur la source à utiliser comme référence. C'est des bouquins qui sont réédités fréquemment avec les mises à jour qui vont bien. Donc, bon, je pense que là, la base a été posée. Mais voilà, je rappelle le warning, on va dire, sur cette surenchère de connaissances qui s'est installée au cours des dernières années et qui est bien présente dans les référentiels, qui tend un petit peu à disparaître et qui devrait encore plus avec la R2C, mais attention, c'est toujours pas parfait et il y a encore beaucoup de connaissances hors programme qui figurent dans les référentiels. Les exemples que moi j'aime bien citer, c'est les stratégies thérapeutiques en oncohématologie qui ne figurent absolument pas au programme. Les annales permettent de vérifier que ce ne sont pas des connaissances qui sont attendues le jour J. En orthopédie, c'est pareil, on a des pages entières sur les stratégies thérapeutiques, des fractures, etc. Ce ne sont pas des connaissances exigées. Donc, attention, lorsque je dis stratégie thérapeutique, je ne parle pas du traitement en lui-même et de savoir un petit peu de quoi il s'agit, des effets secondaires qui peuvent s'en suivre. À titre d'exemple, une chimiothérapie, dans un lymphome, on ne vous demandera pas de choisir quel protocole de chimiothérapie administrer, mais par contre, d'avoir des notions de chaque molécule. On vous dira, on a choisi tel traitement, quels sont les effets indésirables attendus, par exemple. Donc, attention à ne pas confondre
décider le traitement, ça c'est certainement du ressort du spécialiste, et puis avoir des notions, maîtriser un peu les traitements qui peuvent être administrés aux patients. Voilà, donc nombreuses connaissances hors programme dans les référentiels sur lesquels il est intéressant de faire le tri pour gagner en efficacité. C'est un effort qui est assez peu pratiqué jusqu'à présent, j'ai eu l'impression en discutant avec mes camarades au cours du second cycle, mais qui sera peut-être de plus en plus nécessaire avec l'année en moins, on va dire, pour le concours, et puis la hiérarchisation des connaissances. Un petit mot sur les autres ressources qui peuvent émaner des collèges d'enseignants. Donc, ils éditent leurs référentiels, mais il peut y avoir de belles surprises parfois, souvent à partir du site web d'enseignants. Moi, je me suis pas mal servi du site web du collège des enseignants en neurologie, qui est essentiellement dédié au premier cycle, mais qui reste une base de sémiologie fondamentale pour aborder le second cycle. Donc, ne pas hésiter à retourner voir un point spécifique lorsque le besoin s'en fait sentir en abordant les pathologies. J'avais aussi ouvert un référentiel qui émane du Collège des enseignants d'hépatogastro. Ça s'appelle « Les fondamentaux de la pathologie digestive ». C'est un livre qui est destiné aux étudiants de premier cycle, mais de la même manière, je le trouve extrêmement intéressant au second cycle et je m'en suis beaucoup plus servi lors de mon second cycle que lors de mon premier cycle. Voilà. Donc, ces référentiels, ils constituent la source de base, on va dire, à confronter aux recommandations, HAS essentiellement, lorsqu'elles existent, et puis à garder, à critiquer à la lumière du programme. Voilà. Et puis un mot sur les sources annexes. Donc moi, tout ce que je qualifie comme sources annexes, ce sont toutes les sources qui n'émanent pas des collèges d'enseignants. Donc ces sources-là, elles peuvent séduire parce qu'elles présentent l'information d'une manière différente, peut-être en expliquant davantage. On a des ouvrages destinés aux étudiants du second cycle qui font 2 fois le volume du référentiel du collège sans traiter beaucoup plus de questions, mais en expliquant davantage la physiopathologie, peut-être en s'adressant d'une manière différente aux étudiants avec des moyens mémotechniques, etc. Donc ça peut séduire. Moi, ça ne m'avait pas forcément plu. Attention à garder quand même le référentiel sous les yeux. On a vu des questions pénaliser les étudiants qui utilisaient ces sources comme seule base de révision. Je pense notamment à un exemple que je cite beaucoup. C'était en 2017 une question sur la myasthénie qui interrogeait sur les contre-indications médicamenteuses avec la distinction absolue relative. Cette distinction était faite uniquement dans le référentiel des collèges et pas dans le KB de neurologie, par exemple. Donc, pourtant, le KB de neurologie est certainement plus épais. Alors, ce n'était pas le KB, par contre, c'était le référentiel était chez Medline. Enfin, peu importe, c'est une source que j'appelle annexe. Cette source ne permettait pas de répondre à la question. Donc, montre à nouveau, je trouve, l'importance en fait des référentiels des collèges. Donc, plutôt une aide à la compréhension, parfois. Moi, je me servais plutôt d'Internet à droite à gauche et une valeur exploratoire plus globalement. Merci beaucoup, Hugo, en plus pour les exemples effectivement qui parlent et qui sont un peu plus concrets. Oui. J'ai encore un petit exemple sous la main. C'est plutôt sur les connaissances cette fois. J'ai pu voir en parcourant un petit peu les sources annexes après le concours que voilà, ces sources annexes vont volontiers plus loin en espérant peut-être séduire davantage l'étudiant ou peut-être en lui laissant penser qu'il comprendra davantage, mais en allant volontiers plus loin. J'ai vu dans certaines sources le traitement, par exemple, de la tachycardie par réentrée intranodale dans le KB de cardiologie, quelque chose qui ne figure pas au programme du tout, qui est par chance pas traité dans le référentiel des collèges, mais qui fait l'objet d'un paragraphe dédié dans le KB. Donc là, je pense qu'il faut être encore plus vigilant lorsqu'on aborde ces sources-là sur ce qui figure au programme ou pas. Pareil pour le KB d'orthopédie qui rajoute des fractures au programme. Donc, on a déjà un référentiel des collèges, du collège d'orthopédie qui va bien plus loin que le programme et on a encore le KB qui en rajoute une couche avec des fractures qui ne sont pas au programme et bien sûr leur traitement. Donc, attention. Ok, merci beaucoup du coup pour les exemples
complémentaires. Donc voilà, finalement, quelle que soit la source, se baser sur le programme. D'ailleurs, j'ajoute juste un petit mot sur le fait que le programme officiel du coup du deuxième cycle, donc qui est encore valable pour les derniers ECN, ECNI 2021 et 2022. Il est paru donc au journal officiel et c'est un arrêté qui date de 2013. Et le nouveau programme, donc pour les ECNI 2023 et pour les EDN qui auront lieu en septembre 2023, ce nouveau programme, il a été publié aussi au journal officiel en septembre 2020. Donc voilà, par un arrêté. Donc c'est vraiment ce programme-là sur lequel vous devez vous baser. Et je laisse Inès ajouter un petit mot. Tu voulais parler aussi du LISA, donc ce référentiel de fiches qui est en cours de construction. Je te laisse dire un mot là-dessus. Exactement. Et juste petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au programme. Je vois beaucoup de questions des gens qui ne savent pas forcément où trouver le programme ou les liens d'intérêt qu'on est en train d'énoncer. L'idée, c'est que je pense que Mustapha, Hugo et moi, après live, on fera on rédigera un petit document sur lequel on notera les liens d'intérêt qu'on conseille et puis on te le donnera, Jeanne, pour le communiquer aux étudiants parce que c'est des questions finalement qui sont légitimes et auxquelles on leur a jamais répondu. Fermeture de la parenthèse. Par rapport, du coup, oui, au LISA, donc je voulais parler du LISA et du référentiel unique. Alors, le référentiel unique, ça va être très, très court. Hein. A priori, en tout cas à court ou moyen terme, il ne verra pas forcément de jour. Pourquoi? Ça va être très rapide parce que référentiel unique dit mort des éditeurs. En fait, voilà, pour faire simple et pour faire court, les collèges, et j'espère que je ne me ferai pas d'ennemis en disant ça, mais les collèges en fait ont des contrats avec les maisons d'édition. Et finalement, les éditeurs ne permettront jamais la publication d'un référentiel unique. Donc à tous les étudiants qui attendent la sortie, la sortie du référentiel unique comme la venue du Messie, ne l'attendez pas indéfiniment. Bossez sur les référentiels comme disait Hugo, comme disaient les professeurs, bosser sur les référentiels, sur les collèges, papier. C'est eux qui font entre guillemets foi, tout en faisant attention au programme et à bien faire le tri en termes des connaissances qui vous sont demandées. Donc voilà, le référentiel unique, on y passe, il ne verra pas le jour malheureusement, même si sur le papier c'était une idée qui était plus ou moins séduisante. Le LISA maintenant, donc, qui est beaucoup plus concret, qui est actuellement en cours d'upload. Donc les fiches sont rentrées petit à petit sur la plateforme de l'UNES. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de grosse communication autour, tout simplement parce qu'il n'est pas fini. Alors, c'est un référentiel de fiches, finalement, par item. Moi, j'avais regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. En fait, j'y suis quasiment tous les jours dessus. Je trouve que c'est plutôt bien organisé. Je pense que vous aurez une présentation justement de la NEMF, de cette plateforme un petit peu plus en détail. Toujours est-il que voilà, c'est un référentiel de fiches par item. Et en fait, ce que je trouve très intéressant à aborder, c'est que finalement, les fiches-là sont réécrites par les rédacteurs qui écrivent les collèges, qui écrivent les référentiels papier. Or, comme il n'y a pas la mainmise des éditeurs dessus, en fait, ce qu'il faut comprendre, vraiment la philosophie des éditeurs, et je pense qu'il faut être transparent là-dessus, c'est qu'un éditeur, plus il y a de pages, plus il est content. Donc finalement, un éditeur va pousser les collèges à écrire un petit peu à écrire davantage de connaissances qui sont pas forcément pertinentes. Typiquement, comme disait Hugo tout à l'heure, il y a parfois mention de certaines choses dans les collèges qui ne sont pas dans le programme. Dans le LISA, il n'y aura pas forcément ça, parce que la supervision de la coordination nationale des enseignants de médecine, elle est beaucoup plus libre et du coup, il y aura moins de connaissances, si je puis dire, superflu. Maintenant, voilà, je ne suis pas là pour donner mon opinion par rapport à l'interface. Vous verrez par vous-même quand elle sera disponible. Donc, fin juin, je me répète, ce sera fin juin, c'est ça, Jeanne, qu'elle sera disponible. Mais voilà, tout simplement, pour vous dire, c'est toujours rédigé par les gens des collèges, par les professeurs des collèges, mais avec une supervision beaucoup plus libre de la coordination des enseignants de médecine. Ok, merci Inès pour ce petit point. Est-ce que Damien Roux ou Marc Braun souhaitiez ajouter un petit mot?
Juste un petit point pour que les choses soient bien claires, parce que ce n'est pas forcément une mauvaise volonté des enseignants ou des collèges et de la malveillance qu'il faut bien comprendre. Enfin, et je vais en faire de la pub, tiens, on vient de ressortir le nouveau collège BIR et vous verrez qu'il est complètement adapté à la R2C. Voilà, j'ai fini ma pub, mais non, les éditeurs, ce qu'ils veulent, c'est éditer le référentiel. Très sincèrement, qu'il ait 300 pages ou 200 pages, moi, j'ai eu aucune pression là-dessus. Je faisais partie du comité éditorial. Par contre, de dire que les éditeurs, ils nous tiennent un petit peu, c'est pas faux, mais parce que on n'est pas très très bon dans les signatures de contrats, nous, les petits enseignants. Et puis eux, en fait, ils ont quelques juristes derrière. Puis une fois qu'on a mis la main là-dedans, c'est plus compliqué de réfléchir autrement. Mis ça à part, l'éditeur en soi, très sincèrement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'étais co-responsable de l'écriture du nouveau référentiel, on n'a aucune pression et il n'y a pas ces éléments-là. Si les référentiels débordent, on va être très simple, c'est parce que les collèges débordent. Et parce qu'on ne respecte pas très bien. Et moi, je trouve, et je peux être très, très ouvert là-dessus, je pense que l'ancien référentiel de médecine intensive, réanimation, qui s'appelait autrement, mais enfin, c'était le collège, le CNER avant, et puis le CEMIR maintenant, enseignait des choses qui étaient pour moi un collège de troisième cycle, avec beaucoup d'éléments de troisième cycle. On a essayé de sortir toutes ces choses-là, mais ça sous-entend quand même beaucoup de travail éditorial, qui est un problème d'enseignant, qui n'est pas le problème de l'éditeur, que ce soit maçon ou un autre. Donc c'est vraiment, je crois que c'est la responsabilité des collèges. Et ensuite, le LISA est le fameux référentiel unique. Alors moi, je suis un peu embêté, mais je vais le dire très ouvertement, c'est quand même des études supérieures, où on est des étudiants, voilà, une élite, hein, je veux dire, la sélection d'étudiants en médecine dans le monde, mais en France, c'est vrai, c'est une élite. Et on s'attendrait, une élite, on s'attendrait qu'en 4e, 5e, 6e année d'études, il y ait un livre. Hop, c'est bon, il y a un livre. Et puis, je n'apprends pas à aller chercher les informations où j'ai besoin de les apprendre. Et donc, je commence l'internat. Et puis, j'ai appris dans le fameux grand livre. Il se trouve qu'il y a quelques pays qui ont essayé avec un livre rouge plus ou moins gros. Je ne suis pas convaincu de la réussite absolue de ces choses-là. Je ne suis pas convaincu qu'un référentiel unique soit la solution. Je ne suis pas forcément contre, je ne suis pas convaincu. Et moi, en pratique, déjà, pour écrire un référentiel dans ma spécialité, il faut que les enseignants de la spécialité soient d'accord. Pas facile. Parce qu'un malade, on peut le gérer de 2-3 façons différentes. Il aura le même pronostic et on aura eu des visions différentes dans la même spécialité. Et là, je prends une spécialité, puis 2 spécialités, puis 3 spécialités. Je prends par exemple l'insuffisance rénale aiguë. Il y a les visions des néphrologues, il y a les réanimateurs, il y a les urgentistes. Je vous promets que vous mettez tout le monde dans une salle, tout le monde ne sort pas vivant de cette histoire-là. Un référentiel unique, ça sous-entend que tout le monde est d'accord sur ça. La médecine, c'est triste, et c'est pour ça qu'on intègre par exemple les TCS, c'est que c'est incertain. Et si on vous apprend, et c'est le gros défaut des ECN aujourd'hui, c'est que la proposition A de la question 3, elle est vraie ou elle est fausse. Et dans la vraie vie, le malade, il arrive et puis il a dit, c'est peut-être ça ou peut-être ça, je vais essayer ça, tiens, ça ne marche pas, je change. C'est ça la médecine. Et donc, d'imaginer qu'il y a un référentiel qui dit, ça c'est vrai, ça c'est faux, je suis désolé, hein, c'est pas super pratique et pas super logique par rapport à ce qu'est la vraie vie. Et donc, c'est vrai que ça sous-entend, et je pense que le deuxième cycle est déjà fait pour ça, qu'il y a des nuances de gris, il y en a plus que 50 probablement en médecine, et qu'il faut commencer à l'apprendre en deuxième cycle, parce que sinon on tombe de haut quand on va arriver en interne et qu'on se rend compte que quand on va d'un service à un autre, ils font des choses complètement différentes, puis on regarde les malades, puis finalement ils évoluent pas plus mal comme ça, et que donc il y a plusieurs visions au sein d'une même spécialité et entre spécialités, et il n'y a aucun item qui appartient à un collège. Et donc à partir de là, eh bien, je pense que la diversité des informations, la multiplication des possibilités de transmettre l'information, elle est importante et que ce serait probablement délétère de penser qu'un référentiel unique serait la solution idoine. Et je suis désolé, je vois le chat en parallèle et les gens aimeraient un truc unique, très simple, où on aurait juste le temps d'apprendre. Mais en fait, ce serait, à mon avis, pas du tout constructif et pas du tout formateur pour les futurs médecins que vous devez être. Et vous devez apprendre une chose. La première des choses à apprendre, c'est où je vais chercher l'information, comment je vais le faire. Et moi, je suis PUPH depuis quelques années maintenant et je continue. Et je vais dans des référentiels du second cycle pour réviser des choses. Je vais sur Google, je vais sur des sites. Eh bien, vous devez apprendre à faire la même chose dès maintenant. Désolé, hein. Merci. Alors oui, effectivement, c'est malgré tout une attente des étudiants
de comprendre peut-être comment traiter ces sources parfois discordantes, parce qu'effectivement, entre spécialistes, on n'a pas forcément le même prisme d'une pathologie, et des fois, c'est pas forcément évident. Et je crois qu'il y avait peut-être Hugo qui voulait faire un petit retour bref dessus, Oui. sur la façon de traiter ces sources discordantes. Et je Ben, vous donne la parole juste j'ai après. découvert la pensée du professeur Roux à l'instant, en même temps que vous, et j'ai beaucoup aimé son point de vue sur la question. C'est une bonne initiation à ce qui vous attend dans le futur. Néanmoins, bon, on est quand même confronté parfois à une proposition qui porte sur une notion qui peut être vue différemment par 2 collèges d'enseignants, et je vais vous dire comment moi je me comportais face à ce type de situation, parce qu'il faut bien prendre une décision. Alors, lors de mon apprentissage, eh bien, d'abord, quand il y avait 2 collèges qui se contredisaient, eh bien, je me tournais vers la HAS. Je me tournais vers la HAS qui m'aidait pas mal dans ces situations-là, alors pas toujours, mais qui m'aidait pas mal et qui était souvent présente pour les choses importantes. Donc, ça peut être une clé en cas de discorde. Une autre clé, ben, ça peut être de creuser. Pourquoi est-ce que ces 2 collèges se contredisent? Est-ce que moi, je n'ai pas envie de prendre le parti d'un des deux intellectuellement? Est-ce que je n'ai pas envie de me positionner? Donc, je me renseigne sur la question. Bah, souvent, on se rend compte que c'est une question de temporalité. Il y a un collège qui parle de quelque chose qui date d'il y a 10 ans, et puis un autre qui est un peu plus à la page. Donc là, je me range plus facilement vers l'un des deux. Et puis parfois, on est dans des situations où on ne peut pas trancher, et donc c'est plus embêtant. Et souvent, bien là, il y a l'attitude un peu complexe qui est de retenir les deux, c'est-à-dire de se dire, ah oui, alors si c'est le dermatologue qui interroge là-dessus, je réponds ça. Si c'est les réanimateurs qui interrogent là-dessus, je réponds ça. C'est possible, c'est vraiment pas évident, c'est une gymnastique mentale que je trouve difficile. Moi, souvent, je me positionnais, et puis sinon, je jetais la connaissance à la poubelle, j'étais un petit peu sur quelque chose de pointu. Voilà. Moi, j'ai souvenir d'un dossier aux ECNI 2019, un dossier de néphrologie sur le lupus qui évoquait les ulcérations génitales comme manifestation du lupus. Et bien, il y avait les néphrologues qui disaient oui, et puis les internistes qui disaient non. Et bien là, on est typiquement face à une situation qui sont rares, mais qui existent, où on est interrogé sur une connaissance discordante. Voilà, donc là, ça peut être intéressant de se tourner vers la HAS, et en l'occurrence, la HAS n'en parlait pas dans sa recommandation. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut probablement dire qu'au niveau du second cycle, c'est quelque chose de marginal. Donc voilà un petit peu comment je m'étais comporté à l'époque. Un tout petit point très court, hein, parce que je suis les commentaires, et bon, c'est toujours pas toujours gentil, mais c'est un élément important. Encore une fois, et je l'avais dit dès le départ, notre objectif, c'est pas de vous mettre dans le souci. Et en pratique, pour être très transparent, quand on est devant une question et qu'on commence à mettre quelques minutes à discuter autour de cette question, elle va à la poubelle. À partir du moment où on est en train de discuter de ces nuances-là, c'est pas une question de niveau second cycle. Parce qu'on nous impose des questions à choix multiples, c'est-à-dire la proposition A, elle est vraie ou elle est fausse. Et si on dit, ben, moi je pense qu'elle est vraie parce que, et l'autre dit, moi je pense qu'elle est fausse parce que, c'est que ce n'est pas une question de second cycle. Donc, on ne vous demande pas de faire complètement la part des choses, mais il faut néanmoins, dès le second cycle, apprendre à recevoir des informations sous différents formats. C'est ça le message que je voulais passer. Ce n'est pas vous demander de faire des dissertations sur tel point pour avoir les différentes nuances en fonction de telle personne, ou tel patient, ou de telle ville. Nous, on découvre qu'il y a des villes qui ont des stratégies et qui ont des enseignements différents d'autres villes, et on le découvre de temps en temps en posant une question et qu'on ne pouvait pas anticiper. L'objectif n'est pas de vous mettre en difficulté. Et ce que souligne Hugo sur ce problème-là, mais on pouvait parler aussi d'un acrosyndrome avec la discussion, les rhumatologues, les internistes, etc. Ces choses-là sont des accidents un peu industriels pour nous. C'est-à-dire que c'est un problème quand on s'en est pas bien rendu compte. Et je laisserai les internes qui connaissent les annales mieux que moi, j'ai l'impression maintenant, que ces accidents-là diminuent. Parce que c'est un objectif de notre part. C'est-à-dire que si les gens n'arrivent pas à être d'accord, et donc si sur une question, on pourrait répondre vrai ou faux sur la proposition, et on essaye de croiser toutes ces choses-là, et ces questions vont à la poubelle ou on reformule. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas notre objectif d'induire cette difficulté-là, qui n'est pas un objectif pour nous pédagogique. C'est quelque chose qu'on sent, en tout cas, quand on est de l'autre côté de la barrière, que les questions sont vraiment
assez clairement formulées et portent vraiment sur des notions qui sont la très grande majorité du temps, entre guillemets, indiscutables selon les référentiels, selon par exemple, même par rapport aux questions de réflexion clinique qui ne sont pas forcément dites texto dans le référentiel, ça reste des situations claires et qui laissent peu de place finalement à l'ambiguïté. Donc, sur ces deux éléments-là, clairement, les questions ne sont pas là pour pénaliser l'étudiant, mais plutôt récompenser ceux qui sont allés chercher l'information dans le référentiel et qui articulent en fait toutes ces informations les unes avec les autres. Très bien. Merci beaucoup. Donc ça, c'était un petit peu la partie sur les supports de connaissances. Finalement, donc quel support vous avez? Je vais résumer en deux mots. Voilà, les recommandations officielles, le programme officiel, les supports, typiquement les référentiels des collèges, donc de ce qu'on entend ici et du témoignage des internes. C'est des supports qui sont importants puisqu'ils servent à vulgariser ces recommandations, mais sur lesquels il faut avoir malgré tout un regard critique. Parce que des fois, il y a des connaissances de surspécialité, des fois, il y a des connaissances qui sont différentes, et le conseil scientifique reste vigilant à éviter de poser justement ces questions qui peuvent prêter à confusion. Donc, merci beaucoup pour vos interventions sur cette partie-là. On va passer un petit peu à une partie sur les supports d'entraînement. Quelles sources d'entraînement vous conseilleriez aux étudiants et là, je m'adresse d'abord au professeur Braun et au professeur Roux. Quelle source principale vous conseilleriez aux étudiants? Oui, alors, vu ce qui a été dit depuis quelques minutes, vous avez compris que nous allons vous conseiller les annales comme la première source d'entraînement et de compréhension de la manière dont sont construites les questions. Et nous vous conseillons véritablement de plutôt réfléchir à la manière dont nous posons les questions et donc aux stratégies que vous devez développer pour pouvoir y répondre, plutôt que de vous enquiller des milliers et des milliers de questions. Et de ce point de vue-là, nous aimerions attirer votre attention et vous mettre en garde sur la qualité parfois contraire à notre philosophie que constitue un certain nombre de questions qui sont dans la Banque nationale d'entraînement, dont la cotation et la qualité ne sont pas des qualités docimologiques, mais des qualités appréciées par les étudiants parce qu'il y a des commentaires sur les différentes réponses, mais aussi un certain nombre de questions de la Banque nationale d'entraînement qui sont trop anciennes pour répondre à la manière dont le conseil scientifique évolue et pose les questions depuis 2 ou 3 ans. Donc, je pense que c'est même contre-productif. Ça vous entraîne dans une surenchère qui est juste inappropriée, avec une perte de temps, d'effort, d'allocation de cerveau et de mémoire inutilement occupée, à vouloir passer en revue des milliers et des milliers de QCM ou de questions qui sont dans les annales depuis plus de 2 ou 3 ans. Je pense qu'au-delà de cette date, il est contre-productif d'aller s'entraîner sur ce genre de questions. Alors, je ne dis pas que toutes ne sont pas intéressantes, mais ce n'est pas sur ces questions-là qu'il faut porter ses efforts. Vaut mieux consacrer du temps de manière intelligente, dans le sens que adapter son effort et comprendre la manière dont nous posons les questions, plutôt que de manière automatisée, passer des milliers de questions à l'entraînement qui finalement ne vous apportent pas grand-chose et parfois même vous entraînent dans des stratégies contraires. Je peux compléter, moi je vais juste donner ma stratégie parce que je trouve ça terrible en fait. Où est-ce que vous devez vous entraîner? En fait, vous devez vous entraîner sur le malade. Et après, vous pouvez penser que je dis n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plutôt pas mal fini. Alors, ce n'était pas les ECNI à l'époque, mais peu importe. Et en fait, vous voyez du malade, vous faites des gardes, vous voyez vos malades le matin en stage, vous passez du temps là-dessus. Et l'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Les pathologies des malades que vous avez vues, qui sont au programme du second cycle, eh bien, vous lisez le chapitre. Et là, vous avez un visage, une histoire clinique, et vous apprenez les choses qui sont en rapport avec cette histoire clinique. En termes de mémorisation, c'est bien meilleur. Et puis, ça vous impose et ça vous invite en tout cas à vous investir auprès des malades. Et c'est beaucoup plus simple à tenir psychologiquement parce que vous servez à quelque chose dès le second cycle et vous n'êtes pas derrière un ordinateur à remplir en 3 ans 8000 dossiers progressifs pour voir la moitié ou les 3/4 de trucs qui sont mauvais
voilà, je crois que je peux le dire, qui sont mauvais et que j'oserais même pas relire pour le soumettre aux ECN. Voilà, donc comme ça, j'ai été très transparent. Voyez du malade, lisez dans les livres, c'est obligatoire, hein, il y a beaucoup de travail, mais ça commence avant tout et pour tout, notre métier, c'est d'être auprès des malades. Donc allez-y, et c'est comme ça que vous serez des bons médecins derrière. Et si vous êtes des bons médecins, je vous promets, vous serez bien classés en fait. Il n'y a pas besoin de connaître l'absolu des choses. Si vous êtes au lit du malade et que vous le faites régulièrement, vous serez bien classé. Merci beaucoup. D'un point de vue, donc là, on a parlé effectivement anal, on a parlé au lit du malade. D'un point de vue aussi des entraînements facultaires et des entraînements CIDES, est-ce que c'est des ressources que vous utilisiez, vous, en tant qu'interne? Je m'adresse à Mustapha en particulier, parce que je sais que tu voulais intervenir là-dessus. Comment est-ce que finalement tu vivais parfois le fait de te dire, il y a des questions hors programme qui tombent, etc. Comment est-ce que tu les considérais finalement, ces questions-là? Alors, déjà, quand on commence l'externat, bon, à Nancy, on commençait à travailler les référentiels en fin de troisième année. On n'a pas ce recul. On n'a pas ce recul de savoir quelle source d'entraînement est bonne à prendre, quelles sont les questions hors programme. Finalement, on ne sait pas vraiment c'est quoi le programme parce qu'on ne l'a pas vraiment dit. Nous, il y avait des collèges, des référentiels des collèges à apprendre et en fait, on ne savait pas forcément faire la part des choses. Donc, au début, clairement, j'allais sur CIDES et j'essayais de prendre les sujets qui étaient les plus récents. Et en fait, au fur et à mesure, c'est en D3 à peu près qu'en cinquième année que je me suis rendu compte qu'il y avait un programme et qu'il y avait des connaissances qui étaient bonnes à prendre, des connaissances qui étaient moins bonnes à prendre, des dossiers qui étaient pas mal rédigés, des dossiers qui étaient très mal rédigés. Et en fait, clairement, la qualité que vous pouvez retrouver sur CIDES, elle est extrêmement inégale et il y a clairement, moi, j'ai pas vu de dossier qui respectait en tout cas ou alors très peu de dossiers qui respectaient les exigences du conseil scientifique, donc ce qu'on a dit donc pendant tout le live à propos de la réflexion clinique, de la contextualisation des connaissances, de la richesse en sémiologie, du respect du programme, ne pas interroger sur les posologies, etc. Et bon, ça c'est dû à plusieurs choses. Déjà, les ECN, comme le professeur Bon l'a dit, ça met quasiment un an à être élaboré. Ce n'est pas le cas, je pense, pour les entraînements facultaires qui sont faits par des assistants ou des professeurs qui sont parfois isolés ou en tout cas qui n'ont pas cette collégialité dans l'élaboration. Et aussi au fait que les personnes qui rédigent ces sujets sont peut-être pas forcément au fait des exigences du conseil scientifique. Donc, il faut vraiment prendre avec prudence ces types d'entraînement. Moi, j'avoue que sur ma sixième année, quand je me suis vraiment focalisé, j'ai passé un an sur les annales, je les ai quasiment abandonnés, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui me satisfaisait. Je préférais, comme le professeur Braun le dit, c'est mieux de privilégier la qualité de l'entraînement plutôt que la quantité. Et là, donc, de plus en plus, vous avez des entraînements par rapport au conseil scientifique actuel qui vont gonfler la banque. Donc, en fait, par rapport aux entraînements facultaires, tout n'est pas à jeter, mais je pense que c'est plus utile, plus intéressant pour vous de les prendre en tant que complément au support principal d'entraînement et de savoir les analyser en fonction de ce qui tombe vraiment et ce qui est vraiment exigé. Et en fait, quand vous avez ce recul et cette critique par rapport aux sources d'entraînement, que ce soit ce que vous pouvez retrouver sur CIDES ou ailleurs, là, vous prendrez beaucoup mieux les choses. Et donc, que ce soit sur la manière de poser les questions, que ce soit sur les connaissances auxquelles ces questions font appel, ou parfois à l'ambiguïté de certaines questions. Forcément, il y a beaucoup plus de questions ambiguës sur des sujets beaucoup moins élaborés que sur des sujets qui ont mis un an à être faits. Donc ça, c'est par rapport aux entraînements facultaires et CIDES. Voilà, soyez critiques sur ce que vous voyez. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'entraîner dessus, je suis juste en train de dire qu'il faut savoir trier l'information. Et pour savoir trier, il faut connaître le programme et il faut connaître la façon de poser les questions des enseignants qui vous interrogeront le jour des ECM. Il y a aussi une autre référence que moi j'utilisais plutôt en priorité, c'était par rapport au référentiel des collèges. En fait, à la fin des référentiels, vous avez des questions isolées, vous avez des dossiers progressifs. Il y a clairement des référentiels qui sont assez intéressants de ce point de vue-là. Que moi je considérais comme la deuxième source après les annales, avec notamment des questions isolées plutôt pertinentes qui interrogent sur les connaissances qui sont plutôt fidèles au programme. Ça dépend du référentiel. Encore une fois, il faut savoir trier ce que vous voyez. Par contre, clairement, tout ce qui est vignette clinique à interpréter, aux ECN, on voit souvent des gros textes avec de la clinique, de la biologie, parfois de l'imagerie, etc. à interpréter.
Il y en a beaucoup moins, c'est vrai, à la fin des référentiels. Concernant les dossiers progressifs, ça dépend aussi du référentiel. Je sais que en endocrinologie ou en urologie, même en neurologie, il y avait des dossiers assez intéressants à la fin des référentiels. Mais encore une fois, la qualité, elle est inégale. Certains référentiels ne sont pas aux normes du tout des ECNI. Ils proposent encore des types de questions rédactionnelles. Je crois que c'est le cas en cardio. Et d'autres le disent ouvertement, et ça, je trouve que c'est très honnête intellectuellement de le dire. Par exemple, en rhumato, ils disent que, attention, on vous propose des dossiers, mais ça ne respecte pas du tout les exigences. C'est juste là pour vous interroger. Mais voilà, soyez vigilants. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir en fait utiliser ces sources d'entraînement avec du recul et avec un œil critique quant à leur élaboration. Merci beaucoup. Donc ça, c'était vraiment, finalement, c'est des conseils, je pense, qui sont valables, qu'on soit dans la promotion ECNI 2021, ECNI 2022, ECNI 2023, EDN. Finalement, c'est des conseils qui restent valables. Je pense que tu confirmes, Mustapha, pour toutes ces promotions-là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde et même pour les personnes qui passent les EDN, finalement, je sais que vous êtes nombreux ce soir. euh, Finalement, ce qui est intéressant, c'est les connaissances dans l'absolu qui sont abordées donc, et qui sont exigées par le conseil scientifique et la philosophie derrière avec toutes ces réflexions et ces vignettes cliniques. Donc cette philosophie étant la même, bien que les modalités docimologiques diffèrent, donc avec les questions les CROG, je crois, les TCS, il y a quand même un intérêt en tout cas à utiliser ces règles pour trier toutes ces sources d'entraînement. Parfait. Et du coup, j'en profite. Hugo, je crois que tu voulais intervenir justement sur comment faire. Qu'est-ce que ça va changer dans la dynamique d'apprentissage, selon toi, les nouvelles modalités docimologiques et l'évolution de la docimologie qui va être utilisée, donc là, de façon plus spécifique sur les ECNI 2023 et sur les EDN, puisque les ECNI 2021 et 2022 n'en auront pas. Je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire. Ouais. Et ensuite, je donnerai aussi la parole au professeur. Je laisse ta question entre parenthèses et puis on y revient après. Je laisse la parole au professeur Braun. Ok, pas de souci. Oui, je crois qu'il faut que vous compreniez que ce seront les mêmes qui vont à la fois conclure les modalités traditionnelles des ECN et qui vont basculer en utilisant des formats différents. Mais l'esprit sera le même. C'est-à-dire que nous avons parlé tout à l'heure des dossiers et surtout de la table qui va permettre l'appariement pour l'entrée dans le troisième cycle. Les éléments vont être encore plus diversifiés. On parlait de thématiques tout à l'heure. Il est clair que dans le tableur, qui va être le tableur de répartition des évaluations des items de rang A et de rang B qui permettront aux étudiants de rentrer dans les éléments de matching, nous devrons assez logiquement servir la totalité des spécialités qui finalement sont l'aboutissement de cet examen d'entrée dans le troisième cycle. Et donc il y aura des questions dans toutes les spécialités et il y aura du A et du B dans toutes les spécialités. Autrement dit, la diversification va être encore plus importante en termes de questionnement, mais la philosophie de la manière dont nous allons poser les questions reste la même. C'est-à-dire que nous utiliserons des formats docimologiques adaptés à une évaluation d'un item de rang A, sur lequel nous attendons à ce que les étudiants aient plus de 14 sur 20 en grande majorité, et que les items de rang B, eh bien, nous les évaluerons de manière tout aussi rigoureuse, mais en utilisant des formats différents. Et globalement, la connaissance qui permet de répondre à un QRM One Best ou à un CROC, où on attend finalement des réponses extrêmement limitées et précises relatives au cas clinique, à l'image, quand on demandera à cliquer sur des zones qui sont les zones qui expliquent la symptomatologie d'un patient ou que l'on demande d'identifier sur une radio ou sur une biologie ou sur un texte des éléments majeurs qui engagent le pronostic vital d'un patient, la connaissance qui permet de répondre reste la même. Elle reste hiérarchisée, elle reste centrée sur le malade. Il y a juste la modalité que l'on explore, qui permet d'explorer, qui est différente. Mais la philosophie restera la même. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux compléter un petit mot, Hugo, mais merci beaucoup pour ces éclairages.
Finalement, une partie des choses que j'avais envie de dire recoupe largement ce que le professeur Braun vient de dire. Sur les connaissances, il y a donc déjà cette transition qui est opérée depuis, sous l'égide de l'actuel Conseil scientifique de médecine depuis les 3 dernières années, avec des connaissances exigées qui sont moins importantes que ce que nous laissent présager les entraînements facultaires et les référentiels, etc. Ça, on l'a déjà dit. Donc, si on porte attention aux annales, qu'on se centre sur le programme effectif des ECNI actuels, on voit qu'il y aura assez peu finalement il y aura une bonne corrélation avec ce qui sera exigé au titre de la somme des connaissances de rang A et B dans les futures épreuves, je le pense. Sur les nouvelles modalités d'ossimologique, là, je ne sais pas trop quoi conseiller. Peut-être être attentif à ce qui va se faire sur la nouvelle plateforme, la nouvelle banque nationale d'entraînement, pour pouvoir assez vite s'approprier ces nouvelles modalités. Néanmoins, je pense que quelqu'un qui est très à l'aise sur une connaissance saura l'exprimer, quelle que soit la modalité d'ossimologique, sauf si celle-ci est en elle-même un exercice, comme par exemple la LCA. Je ne pense pas qu'on peut s'improviser, même en ayant de solides connaissances théoriques en LCA, dans un exercice de LCA, parce que je trouve que l'exercice en lui-même est requiert de l'entraînement. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Donc là, c'était vraiment sur les supports d'entraînement. Donc finalement, la même chose, hein, une notion, notamment pour les entraînements facultaires et CIDES, toujours garder un regard, avoir un regard critique. Je pense que c'est vraiment ce qui ressortira du live de ce soir en se basant sur le programme officiel, etc. Juste un dernier petit point, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. On avait dit qu'on dépassait pas 20h30, donc 6 minutes. Comment vous verriez en tant qu'interne à l'époque des EDN, finalement avec l'avancée de l'examen de connaissances plutôt au cours de votre externat? Qu'est-ce que ça changerait et comment vous verriez de façon plus large, je ne sais pas si vous voulez vous répartir un petit peu les différentes facettes de la réponse, comment vous verriez à l'époque de l'EDN? Je te laisse commencer peut-être, Inès. Il faut juste que tu allumes ton micro. Ok. C'est une bonne question. En fait, elle a été souvent abordée par les étudiants. Il y a un petit peu cette crainte de voir finalement se voir enlever 1 an de révision par rapport à ce que nous, on avait pu avoir. Finalement, moi, je viens juste leur dire, enfin vous dire, je m'adresse directement à eux, que finalement, il faut rester simple, il faut se rassurer dans le sens où vous avez 2 ans, mais en fait, toute la promotion a 2 ans pour se préparer, premièrement. Deuxièmement, nous, effectivement, on avait peut-être 3 ans, mais ce n'était pas 3 ans lors desquels on était à fond continuellement. Peut-être que, je dis bien peut-être que, parce que ça reste que des suppositions, peut-être que si on n'avait eu que 2 ans, on aurait été beaucoup plus impactant dans nos révisions de façon plus précoce. Deuxièmement, ça, c'est un point assez important aussi à soulever. C'est un petit peu en résonance avec tout ce qui est dit depuis le début. Et je laisserai Mustapha Hugo conclure par rapport à ça. Mais on ne vient pas ce soir en vous disant bosser 12 heures par jour, faites tant de tours du programme, mangez des DP, mangez des QI. Non, on vient en vous donnant des stratégies qui sont des stratégies finalement qui ne sont pas méconnues, qui ne sont simplement pas démocratisées. C'est-à-dire que pas plus tard que ce matin, je discutais avec une médecin nucléaire qui est sur Marseille, qui est en fin d'internat, qui me disait qu'effectivement, elle regrettait le fait que les étudiants ne soient pas informés sur le programme. Et aujourd'hui, je remercie en particulier Mustapha et Hugo qui ont permis de démocratiser ça, de démocratiser un petit peu cette stratégie de revenir au programme, revenir aux annales, etc. Donc, ce qu'on vous dit, ce n'est pas de bosser tant d'heures par jour, etc. C'est vraiment de respecter un petit peu cette stratégie. Comme disait Jeanne au début, il n'y a pas forcément de méthode miracle. Par contre, il y a des stratégies qui sont vraiment appliquées si on veut se faciliter la vie et si on veut rester pertinent dans ses révisions, dans sa préparation. Voilà. Ok, je ne sais pas, je crois que Mustapha, tu as peut-être d'autres éléments.
Ouais, du coup, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début, c'est vraiment trier les informations. Ne vous éparpillez pas dans des connaissances superflues. Donc, il y a des connaissances, même dans les référentiels, qui sont hors programme. Prenez-les peut-être parce que si vous êtes curieux, vous pouvez les lire, mais ne perdez pas de temps dessus, vous gagnerez énormément de temps. Moi, j'aurais aimé, dès le début de l'externat, savoir qu'il y avait ce programme parce que je pense que beaucoup de monde a pu perdre du temps sur ce genre d'informations, passer des heures et des jours à apprendre des choses qui n'avaient aucune chance de tomber. Donc ça peut vous faire gagner quand même énormément de temps. Ça, c'est le tri sur les connaissances, mais aussi évidemment, comme on l'a dit longuement, le tri sur les sources d'entraînement. Privilégier la qualité et ne faites pas excessivement des entraînements pareils qui vous interrogent sur des connaissances et d'une manière qui n'ont aucune chance de tomber non plus. Ça marche. Hugo, je te laisse Oui, faire un alors petit moi je mot pense aussi. que de la même manière qu'Inès, je me serais certainement bougé les fesses un peu plus tôt. J'ai eu un déclic, une prise de conscience en fin de D3 en me disant, ah ouais, moi j'aimerais bien faire telle spécialité, ça nécessite tel classement, il faut que je me bouge. Et il y a vraiment eu une transition entre l'avant et après. Je me suis retrouvé vraiment à travailler l'internat, quoi. Et peut-être que cette prise de conscience, je l'aurais eu plus tôt parce que moi, j'essaie de me donner les moyens d'avoir ce que je souhaite. Et du coup, euh, ben, peut-être que dans cette situation, je me serais mis peut-être un an plus tôt. Et puis, peut-être un conseil que je peux formuler aussi, c'est avec en lien avec le matching, c'est d'accorder peut-être naturellement un peu plus d'importance aux matières liées à la spécialité souhaitée. Si on cherche une spécialité en particulier, eh ben, voilà, plutôt que de mettre toutes les matières sur un pied d'égalité, et je pense que l'épreuve est construite pour nous pousser dans cette attitude, c'est voilà, d'accorder plus d'importance à des spécialités qui nous intéressent, peut-être en faisant le dernier tour dessus, par exemple, ou en concentrant notre dernier tour sur ces spécialités. Voilà. Et un dernier truc, c'est vraiment privilégier la transversalité à la profondeur dans vos connaissances. Très bien. Peut-être un petit mot de la fin. Il y a une question qui est souvent revenue dans le chat qui nous a été signalée. Et là, je vais vraiment me tourner vers le conseil scientifique sur la correction des annales. Je crois que c'était vous, professeur Roux, qui souhaitiez répondre. Deux petits éléments de réponse. Le premier, c'est que ce n'est pas les corrections qui vont vous permettre de progresser. Ça, c'est un premier point. Je pense que c'est important, c'est de sentir, de voir comment on pose les questions. La deuxième, c'est que pour des raisons purement légales, il n'y aura pas de correction fournie. Donc, comme ça, les choses sont très transparentes. Le troisième, parce que je vois des messages qui sont pas très sympas. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, en tout cas, et, et je ne sais pas qui vend ou pas vend des choses comme ça. Par contre, j'ai du mal à imaginer, très sincèrement, qu'avec le nombre de facs qui proposent des corrections, que vous ne puissiez pas vous mettre en accord avec vous. Moi, je travaille à l'Université de Paris et c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Pas moi, en l'occurrence, parce que moi, j'ai un conflit d'intérêt complètement académique là-dessus, et donc je ne participe pas à ce travail pour des raisons que vous comprenez bien, mais néanmoins, je ne peux pas imaginer qu'avec des connexions entre facs, etc., que vous n'ayez pas accès aux annales qui ont été corrigées par des enseignants experts de la spécialité et qui vous permettent de vous orienter sur ces choses-là. Je vous promets, c'est quand même pas très très loin de la réalité puisque les questions qu'on pose, alors oui, il y a encore des choses qu'on peut discuter, mais en fait, la discussion autour d'une question est souvent plus intéressante sur le plan pédagogique que d'avoir la réponse ABD ou BCE. Donc je sais que ça ne va pas satisfaire tout le monde, je le dis, il n'y aura pas de correction et on l'assume pleinement pour des raisons notamment légales. Donc c'est peut-être triste pour vous. Très sincèrement, je ne pense pas que ça modifie vos capacités d'apprentissage et je ne crois pas, très sincèrement, que si on vous fournissait les corrections, vous seriez des meilleurs docteurs demain. Et notre travail, c'est de fournir des sujets qui impliquent chez vous et chez vos successeurs des stratégies d'apprentissage qui font que vous serez des meilleurs docteurs. C'est notre travail du quotidien. Très sincèrement, on s'y emploie énormément. Et là-dessus, je n'ai aucun conflit d'intérêt, sauf que mon objectif, c'est que l'ensemble des gens soient le mieux formés possible. Donc voilà, on a répondu à cette question qui semblait un problème critique, ça ne l'était pas, ça me semble être malgré tout, même si vous vous focalisez dessus,
une question annexe. Et en tout cas, ce n'est pas possible que vous n'ayez pas accès facilement et gratuitement à des corrections proposées par des enseignants PUPH, MCUPH ou chefs de clinique de l'ensemble des UFR en France. Il y en a plein qui sont faites, très sincèrement. Discutez entre vous et faites circuler ces documents-là. C'est très bien, c'est fait pour être pour diffuser. Voilà. Et par contre, je ne répondrai pas à toutes les questions concernant les marabouts que j'ai vus circuler. Ça me semblait encore moins pertinent. Si, c'est probablement pour mieux répondre aux questions ou pour gagner des points dans le cadre de la R2C. Peut-être que c'est une technique à tenter, hein, pourquoi pas. Je vais clôturer, on a, je pense, abordé pas mal de questions qui étaient posées dans le WooClap. Je vais laisser le mot de la fin au professeur Braun. Et en tout cas, je remercie tous les autres intervenants, bien entendu. Oui, merci Jeanne. Je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce webinaire, remercier tous les participants présents et à distance pour la qualité des échanges. Ce que je voudrais simplement faire passer comme message principal, on l'a dit, mais je vais conclure là-dessus. Ce que nous cherchons à faire, c'est à évaluer la manière dont les étudiants ont des connaissances hiérarchisées pour être capables de résoudre les petits problèmes que nous leur posons à travers les ECNI dans le format d'aujourd'hui, et nous le faisons déjà, et aussi dans les formats futurs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont vous raisonnez et la manière dont vous utilisez les connaissances que vous avez apprises dans les recueils, que ce soit les référentiels des collèges ou ailleurs. Et par conséquent, nous privilégierions toujours le mode de raisonnement, la pertinence de l'utilisation d'une information plutôt qu'une autre, parce que le contexte clinique l'impose. Et ceci, ça s'appelle de la compétence. Autrement dit, nous allons nous orienter encore plus vers une évaluation en contexte de vos connaissances, de façon à vérifier que vous êtes capable de raisonner de façon logique, adapté, y compris à faire face à des incertitudes ou à des éléments imprévus de l'évolution d'un malade, et que c'est ça que nous voulons vérifier avant de vous permettre de passer dans le 3e cycle, et non pas une compilation bête de connaissances qui n'ont pas de sens à être accumulées et ensuite être rendues. Voilà. Merci voilà beaucoup. Le message. Merci pour ce message conclusif. Je réitère vraiment mes remerciements à tous. J'espère que ça aura aidé certains étudiants à avoir un petit peu mieux les clés pour aborder sereinement l'externat qui arrive vite pour les DFGSM3, et puis pour ceux qui sont déjà à poursuivre leur révision de façon peut-être un peu plus sereine, un peu plus éclairée aussi avec les modalités qui sont actuellement en cours. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci encore. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir, merci à tous. Merci. Au revoir.